Quand on évoque Sète, forcément, on pense à Georges Brassens, on pense à Paul Valéry, on pense au joutes, on pense au football, on pense à l'Arago de Sète, on pense à Demain nous appartient maintenant, tant pis pour les esprits chagrins. Mais Sète, c'est également le nom de certaines rues, de collèges, d'impasses. On va essayer de lever le voile sur certaines personnalités inconnues de Sète ou non. C'est parti, en avant partout. Henri Colpi, de son vrai nom Enrico Colpi, est un monteur, scénariste et réalisateur français qui est né le 15 juillet 1921 en Suisse à Brigue et qui est mort le 14 janvier 2006 à Menton. Rien à voir avec Sète, me direz-vous. Et pourtant, en 1931, alors qu'il n'a que 10 ans, ses parents l'envoient habiter chez son frère. Henri Colpi devient alors un excellent élève, fréquente assidûment le collège de Sète, obtenant chaque année le prix d'excellence, un prix d'excellence remis des mains de Paul Valéry, un grand homme de lettres que le jeune Henri Colpi admirait beaucoup. Sur ces bancs du collège, Henri Colpi rencontre un jeune homme nommé Georges Brassens. L'amitié entre les deux hommes durera des décennies. Foot, de football, Henri Colpi s'imprègne de la culture sétoise. Il partira ensuite faire ses études à la faculté de lettres de Montpellier, où il rencontrera sa future femme, Marthe Dozon. Entre 1947 et 1948, il débute comme assistant réalisateur de courts-métrages. Très vite, plus précisément dans les années 50, il devient alors un monteur très sollicité. Il participera notamment au Mystère de Picasso de Henri-Georges Clouzot. Il prendra part également à La Pointe Courte d'Agnès Varda et donc un retour à Sète. Et aussi l'immense Charlie Chaplin fera appel à lui pour Un roi à New York. En 1961, Henri Colpi réalise son premier film intitulé Une aussi longue absence. Premier film très intimiste qui obtiendra le prix Louis Deluc, Goncourt du cinéma, ainsi que la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1961. En 1969, pour un film qui restera un grand coup de cœur personnel, Henri Colpi réalise Heureux qui comme Ulysse. Ce film, qui marquera le dernier rôle au cinéma de Fernandel, est également inoubliable avec la fameuse musique de Georges Brassens, Heureux qui comme Ulysse, qui accompagne ces images. Conformément à ses souhaits, Henri Colpi sera inhumé au cimetière marin de Sète, tout proche de la tombe de Paul Valéry qu'il admirait tant. En 2009, la ville de Sète lui rendra un double hommage. Saint-Clair et son fameux panoramique portent depuis le nom d'Henri Colpi, et en 2009, la Saint-Louis à Sète fit son cinéma et rendit donc hommage à Henri Colpi. Après le cinéma, place au football avec cette fois Ivan Bek. Né le 29 octobre 1909 à Belgrade, Ivan Bek, B-E-K, devenu Beck, B-E-C-K à sa naturalisation française, commence sa carrière professionnelle en 1925 lors de ses débuts avec la formation du BSK Belgrade, équipe dont il portera la tunique jusqu'en 1928, année de son départ au Magva Sabak, autre équipe yougoslave. Il restera tout juste 5 mois et rejoindra lors de cette même année 1928 le FC Sète. Il disputera son premier match avec le club vert et blanc le 6 mai. L'ascension vers les sommets peut alors débuter. En 1930, le FC Sète remporte la Coupe de France et Beck enchaîne avec une participation à la Coupe du Monde, compétition où, avec ses compatriotes, il ira jusqu'en demi-finale. C'était alors la première Coupe du Monde de l'histoire. Malheureux finaliste de la Coupe de France 1929, il fait partie de l'équipe mythique du Football Club de Sète qui réalisera le premier doublé de l'histoire du football français, championnat et Coupe de France en 1934. Devenu international français en 1935, il compte 7 sélections, le joueur est ensuite transféré à Saint-Étienne. Le milieu offensif y restera jusqu'en 1939, régalant son public de gestes et de prouesses techniques
devenant une des premières stars des Verts. Bien que son palmarès, durant cette période, restera vierge, ce malgré ses 102 buts. De 1940 à 1942, il jouera pour Nîmes et il fera son parcours à 33 ans. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il contribua, entre autres faits, à la libération des prisonniers de la citadelle de Sisteron. Ayant du mal à gérer son après-carrière, ce grand homme, dont une rue de Sète porte le nom, finira dans un grand dénuement et la misère. En 1951, le glorieux président du FC Sète, Georges Bérou, organisa une collecte pour lui venir en aide. Il meurt d'une crise cardiaque en juin 1963 à 54 ans. Une mort tellement dans l'oubli que plusieurs sources divergent quant à la date exacte de son décès. Une fin bien triste pour un homme qui enchanta et fit rêver nombre de personnes. Après Ivan Beck, nous restons dans les heures glorieuses du Football Club de Sète avec Désiré Korani. Korani, son véritable nom, le véritable nom de sa famille, c'est Kronenberger. À un certain moment, comme bon nombre d'autres familles hongroises, les Kronenberger désirèrent faire perdre à leur nom son apparence allemande pour le rendre plus hongrois. D'où le changement. Désiré Korani appartient à une famille nombreuse. Il est le dernier né d'une série de 7 enfants, tous des garçons, dont 3, lui y compris, se sont fait un nom dans le football. Né le 28 janvier 1914, Désiré Korani est certainement le plus grand joueur de l'histoire du FC Sète. Jugez plutôt. Un titre de champion de France avec les Verts et Blancs en 1939, tout en finissant meilleur buteur de Division 1. De plus, il est celui qui a marqué le plus de buts à ce niveau et qui compte le plus de rencontres également au sein de l'élite sous le maillot mythique vert et blanc. Après avoir évolué dans 2 formations de son pays natal, cet avant-centre rejoint Sète et la France en 1935. Il y reste à 4 ans, empilant les buts avant de rejoindre, au sommet de son talent, Sochaux en 1939. Là, le déclenchement de la guerre gâcha l'histoire avec l'équipe doubiste avec laquelle il ne fera que des matchs amicaux. Le FC Sète profita entre guillemets de cela et Korani évoluera à nouveau de 1940 à 1950. Ces 15 ans cumulés chez les Verts et Blancs lui vaudront l'honneur d'avoir une rue à son nom, près du stade Louis-Michel. Vinrent ensuite Arles, Montpellier, Brive, Sète une 3e fois en 1955-1956 et Lodève. Il fut ensuite entraîneur-joueur de Brive et bien évidemment du FC Sète ainsi que de Bouzigues. Il coacha aussi Metz en 1958-1959. Il compte 157 buts en Division 1, a été meilleur buteur en 1939, 27 buts, et est le 16e meilleur réalisateur de l'histoire de la Division 1 française. Un grand parmi les grands, marié à une Sétoise, institutrice au sous-bois, Korani décède le 9 janvier 1981 à l'âge de 68 ans. Allez, maintenant nous enchaînons et nous allons parler d'un quai, en l'occurrence le quai Rhin et Danube. Le quai Rhin et Danube fut inauguré à Sète par le général Jean Delattre de Tassigny le dimanche 30 avril 1950. Il fut inauguré notamment en la présence du maire Gaston Escarguel. Pourquoi le nom Rhin et Danube me direz-vous? En fait, Rhin et Danube est le surnom donné à la première armée française et c'est le nom donné aux unités militaires placées sous les ordres du général Delattre de Tassigny et assignées à la libération du territoire français. Elle est d'abord connue sous le nom de 2e armée, 26 décembre 1943, puis d'armée B à partir du 23 janvier 1944. C'est la composante principale de l'armée française de la libération. Pour conclure ce sujet, parlons à présent d'Alfred Nakache qui a donné son nom au gymnase situé dans le quartier du Parvis. Né le 18 novembre 1915 en Algérie, le jeune Alfred Nakache n'avait au départ aucune ambition de dompter les bassins. Élevé au sein d'une famille juive à Constantine, l'enfant a tout simplement peur de l'eau. Une phobie que le jeune homme va toutefois parvenir à dompter jusqu'à intégrer la jeunesse nautique constantinoise au début des années 30.
Dès lors, tout va très vite. Alfred Nakache brille dans les compétitions locales et se qualifie en 1933 pour ses premiers championnats de France de natation. Le jeune homme s'installe à Paris, intègre le Racing Club de France et se prépare pour les Jeux Olympiques d'été de 1936 où il s'illustre notamment au relais 4x200 nage libre aux côtés de Taris, Cavallero et Tali. Déjà écarté de certaines compétitions car considéré comme français né hors du sol français, Alfred Nakache doit désormais faire face aux difficultés rencontrées par tous les athlètes juifs. Victime d'injures racistes et antisémites, le nageur se voit contraint de quitter son club parisien. Il effectue alors son service militaire, intègre l'école normale d'éducation physique et se marie le 6 octobre 1937 avec Paul, une professeure de sport, elle aussi juive. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque le maréchal Pétain abdique par multiples décrets, Alfred Nakache se voit déchu de la nationalité française. L'homme s'exile en zone libre dans le sud de la France avec sa femme et sa petite fille. Il rejoint les réseaux de résistance mais n'abandonne pas la natation et intègre les rangs des dauphins du TOEC de Toulouse. En 1942, il remporte 5 titres de champion de France. Devenu l'un des nageurs les plus prometteurs sur la scène internationale, Alfred Nakache s'attire bien malgré lui les foudres des collaborateurs et des antisémites. Interdit de bassin, il est arrêté au mois de novembre 1943, emprisonné à la prison Saint-Michel de Toulouse, déplacé à Drancy, puis déporté à Auschwitz depuis la gare de Bobigny. L'homme est séparé de sa femme et de sa petite fille de 2 ans, qu'il ne reverra jamais. À Auschwitz, Alfred Nakache affronte l'horreur des camps et subit les pires traitements. Réputé excellent nageur, les nazis lui imposent d'aller récupérer des lames et d'autres objets tranchants au fond d'une piscine avec les dents. Mais l'athlète se démarque une fois encore par sa force physique, se jouant même de ses bourreaux en organisant des baignades illicites avec d'autres détenus. Au début de l'année 1945, Auschwitz est évacué en urgence face à l'arrivée imminente de l'armée russe. Alfred Nakache, qui a perdu une quarantaine de kilos, échappe au massacre. Il est transféré du camp d'extermination vers Buchenwald, un autre camp, cette fois-ci d'internement. Il sera libéré au mois d'avril, meurtri mais rescapé, avant d'être rendu à la France. Conjurant tous les mots antisémites, Alfred Nakache reprend du poids, devient professeur d'éducation physique à la faculté de droit de Toulouse, se remarie et performe aux Jeux Olympiques d'été de 1948 à Londres. Il s'éteint le 4 août 1983 durant sa nage quotidienne dans le port de Cerbère en Occitanie et est inhumé au cimetière Le Py à Sète, non loin de notre illustre sétois Georges Brassens. Voilà, j'espère que cette petite série de portraits vous aura plu et qui sait, nous nous retrouverons bientôt. À bientôt.